En présence des lecteurs et des adhérents de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints, nous recevons maintenant Jérôme Sadier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, l'économie sociale et solidaire, vous connaissez par cœur. Vous avez dirigé une grande mutuelle. Vous avez été chef de cabinet de Benoît Hamon quand il préparait la loi ESS de 2014. Vous êtes aujourd'hui vice-président délégué du Crédit Coopératif. Vous êtes président d'ESS France depuis le 1er janvier 2019. Et ESS France, on peut le dire, c'est l'instance qui représente en fait les acteurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics. Ce pacte de croissance de l'ESS, est-ce que vous le trouvez à la hauteur des attentes ? Écoutez, je suis un peu embarrassé parce que je vais devoir répondre non à la première question, donc c'est pas très agréable, mais Christophe Itier, le commissaire, le sait. Au commissaire à l'économie sociale et solidaire. Et à l'innovation sociale, nous lui avons fait remarquer, lorsqu'il a présenté son pacte fin novembre, que nous déplorions tout d'abord l'absence totale de méthode de concertation. C'est un pacte qui a été construit sans la concertation avec les acteurs de l'ESS. Au moment où on parle de grand débat national, c'est embêtant. Du coup, ça apparaît un peu décalé, effectivement, au vu de la situation sociale et de ce qui s'exprime aujourd'hui dans la société. Donc on lui a fait remarquer que sur la méthode, il y avait un petit problème, c'est que faire en sorte qu'un pacte de croissance pour l'ESS existe, c'est une très bonne chose. Qu'il soit construit sans aucune concertation avec les acteurs, c'en est une autre. Qu'est-ce qui vous a répondu à ça ? Qu'il avait connaissance des orientations des uns et des autres et qu'il n'avait pas eu besoin de faire de la co-construction pour ce pacte de croissance. Mais dont acte. Il est très riche, ce pacte de croissance. Il y a dedans quelques dispositifs qui ont l'air quand même intéressants. Lesquels vous ont le plus attiré, le plus accroché ? D'abord, ce pacte, si j'en crois ce que le haut-commissaire nous a dit lui-même, n'est donc pas bouclé aujourd'hui, puisqu'il engage à partir du mois de février, si tout va bien, un mois et demi, 2 mois de concertation, enfin, sur la base de ce qui a été proposé. Donc, ce qui veut dire, en principe, que rien n'est définitif. On verra bien parce qu'il y a aussi la mécanique des arbitrages interministériels qui fait que ce qui a été présenté, en principe, est déjà arbitré. Mais néanmoins, nous sommes conviés à une phase de concertation maintenant. Donc, ce que nous espérons, les acteurs de l'ESS, c'est que ce que nous allons dire à partir de maintenant, puisque nous sommes invités, servira à quelque chose. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ah bah ça, je ne vous donnerai pas la primeur ce soir parce que d'abord, c'est pas tout à fait terminé. Deuxièmement, c'est pas ici que je dois donner la primeur, c'est plutôt au commissaire lui-même dans le cadre du Conseil supérieur de l'ESS, qui est l'instance qui est prévue pour ça. Néanmoins, il y a évidemment, ce que je vais dire, des manques peut-être du pacte tel qu'il existe aujourd'hui, donne des indications sur ce qu'on pourrait lui dire derrière. Qu'est-ce qui manque ? Alors, première remarque, ce que nous lui avons déjà dit, c'est que dans les 35 mesures du pacte de croissance, il y a beaucoup de choses en fait, qui ont déjà été votées, en fait, qui ne dépendent pas de ce pacte en tant que tel. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des mesures spécifiques pour l'ESS la plupart du temps, ce sont des mesures qui sont applicables aux entreprises ou même aux associations d'ailleurs. Donc il y a à ce stade une insuffisance de prise en compte des spécificités des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans les manquements, il y a un gros sujet qui est la fiscalité des entreprises de l'ESS. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un sujet qui existe depuis un bon moment. Et manifestement, on n'a pas progressé du tout sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des points positifs que vous jugez déjà positifs dans ce pacte de croissance ? Oui, il y a évidemment des points positifs, notamment le fait que sur l'innovation sociale, il est prévu de mettre un coup d'accélérateur et d'aller dans les dispositions opérationnelles qui manquent aujourd'hui. J'ai l'occasion de le dire à Christophe Itier, en connaissance de cause, au vu de ce que je connais de la loi de 2014, on a donné une définition législative à l'innovation sociale, c'était très important. En revanche, pour qu'elle soit opérante, pour avoir accès à des dispositifs, notamment de crédit d'impôt recherche, ou des dispositifs plus généralement de soutien à la R&D qui pourraient s'appliquer à l'innovation sociale, il faut que ça puisse alimenter mais il faut que ça rentre dans les cases, en fait, des formulaires qui sont traités ensuite par des administrations. C'est le cas pour l'innovation technologique, où la définition correspond derrière un mode d'emploi qui est pris en charge ensuite par les services de l'État. Ça n'existe pas pour l'innovation sociale. Donc là, on va enfin pouvoir passer à la phase opérationnelle. Alors le pacte de croissance prévoit aussi 80 millions d'euros pour 3 fonds d'amorçage dans l'entrepreneuriat social, chez INCO, chez Make Sense, chez Ring. Jérôme Sadier, les fonds mis sur la table pour ces incubateurs d'entrepreneuriat social, est-ce qu'ils sont suffisants ? D'abord, je voudrais répondre en disant que la mise en place de fonds d'amorçage était une nécessité stratégique. En tant que président de l'Avise, on essaye d'accompagner, ou en tout cas d'informer l'essentiel des entrepreneurs sur
tout ce qui concerne le cycle de vie d'une entreprise, on sait très bien que la période des 2-3 premières années justifie en fait des dispositifs d'amorçage parce qu'en fait il y a beaucoup de casse en fait à ce moment-là. Donc ça répond objectivement à un manque aujourd'hui parce qu'après ça ne manque pas de fonds d'investissement pour solidifier, consolider, développer des entreprises qui existent déjà en fait. À vrai dire, pour être très franc, on ne sait même pas quoi faire de l'argent pour développer l'économie sociale. Le problème, c'est de passer les 2 à 3 premières années. Et donc ça, c'est censé répondre à un manque avec évidemment beaucoup plus de risques. Par contre, parce que le risque de casse est beaucoup plus important dans cette phase-là que dans la phase qui suit. Donc ça correspond à un besoin. Deuxièmement, je n'ai pas compris qu'il y avait 1 centime d'argent public dans ces fonds d'amorçage. Il y a beaucoup de co-construction des budgets avec le secteur privé, en effet. Non, c'est pas beaucoup, c'est que, à ce stade, c'est que de l'argent privé. Il n'y a pas d'argent public, à ma connaissance, dans les fonds d'amorçage. Ça ne fait pas partie des annonces, en tout cas. Donc ce sont 3 fonds d'amorçage gérés par des gestionnaires de fonds qui sont, a priori, tous compétents. J'en connais qu'un vraiment qui fait ce métier sérieusement aujourd'hui dans le cadre de l'économie sociale, qui est INCO. Donc je suppose que tout ceci va bien se passer. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'il y ait quand même une orientation donnée à ces fonds d'amorçage. Alors, c'est compliqué si on n'y met pas d'argent de dire ce qu'on veut en faire, mais néanmoins, je pense qu'il serait plutôt d'utilité publique que le Haut-Commissariat précise quel est le cahier des charges de ces fonds d'amorçage. Après, le fait est que ceux qui investissent dans un fonds ont tendance à décider eux-mêmes de ce qu'il faut faire de l'argent. Et ça, nous verrons bien. Et c'est partie des sujets dont on veut parler, en fait, dans le cadre de la concertation sur le pacte de croissance. Alors, vous avez participé ces dernières années au rapprochement de plusieurs mutuelles qui ont fini par constituer le groupe Vive. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Christophe Itier appelle au regroupement de plusieurs instances représentatives de l'ESS. Qu'en pense le président de ESS France et quelles instances sont concernées selon vous ? Alors, de ce que j'ai compris, moi, d'une intervention de Christophe Itier qui remonte à l'Assemblée générale de ESS France il y a plus d'1 an maintenant, c'est qu'il souhaitait que toutes les structures à vocation nationale qui ne sont pas des fédérations professionnelles, comme la Mutuelle française, la Société des assureurs mutualistes, COPFR, qui est le rassemblement de la famille coopérative ou le mouvement associatif, donc toutes les autres structures, à savoir ESS France, le Conseil national des CRES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, puissent se regrouper pour faire un MEDEF de l'économie sociale. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lui dire que je respectais parfaitement son point de vue et qu'à certains égards, je n'étais pas loin de partager le même constat, à vrai dire. Un MEDEF de l'économie sociale, c'est pas un gros mot ça ? Justement si, je pense que ce n'est pas le sujet en fait. Le fait de dire qu'il faut simplifier, donner plus de lisibilité, plus d'impact sur la société, sur le grand public, les médias, etc., nous sommes parfaitement d'accord. Éviter les redondances, ça paraît évident aussi. En revanche, un MEDEF de l'économie sociale ne semblait pas être le bon projet, parce que je ne pense pas qu'on puisse résumer la démarche entrepreneuriale de l'économie sociale à une démarche d'employeur, en fait, ni même d'entreprise, au passage. Donc il faut créer autre chose à partir de ce qui existe. Donc on a bien entendu le souhait de Christophe Itier, on lui a aussi rappelé que ça n'existait pas dans la société civile organisée, le fait que l'État décide ce qu'il fallait faire. Donc ils ont bien pris note de ce qu'il souhaitait, ses attentes, et j'ai eu l'occasion d'en parler directement avec lui encore récemment. Nous sommes là-dessus en confiance parce que nous savons à peu près où nous voulons aller les uns et les autres, mais c'est évidemment aux organisations de décider elles-mêmes ce qu'elles veulent faire et non pas d'agir à la demande de l'État. Je ne me souviens pas que ce soit l'État qui ait créé le MEDEF, par exemple, donc, ni même aucune des organisations syndicales de salariés dans ce pays. Donc c'est à nous de nous organiser comme nous le souhaitons, et c'est ce que nous avons commencé à entreprendre, avec un calendrier qui va prendre quelques mois sans aucun doute pour essayer de rapprocher, simplifier, mais surtout donner plus de force à l'ensemble. Est-ce que certains parmi vous ont des questions à poser à Jérôme Sadier ? Ah, très bien. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la très forte disponibilité de fonds disponibles pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Comment expliquez-vous l'écart qu'il y a entre l'ampleur de ces fonds et leur faible utilisation ? Merci. J'ai effectivement évoqué le fait qu'il existe plusieurs fonds d'investissement aujourd'hui dans le développement de l'économie sociale et de ces entreprises et que ces fonds sont insuffisamment consommés aujourd'hui. Comment ça s'explique ? Eh bien par le fait qu'on a un problème, alors pardon de parler en anglais, ce que je déteste, mais un problème de sourcing. Comment on va chercher les projets déjà pour commencer ? C'est pas si simple que ça, à vrai dire. On a des outils aujourd'hui, notamment l'Avise anime une communauté qu'on appelle la communauté de l'émergence d'une centaine d'incubateurs, de tiers-lieux, etc., qui permet de repérer en fait les projets. Sauf que, j'évoquais tout à l'heure la question de l'amorçage, les projets qui peuvent être éligibles au fonds d'investissement ne sont pas des projets
qui sont en voie d'amorçage. Ils doivent déjà avoir au moins de mémoire 2 ans d'existence, ils doivent déjà avoir un chiffre d'affaires conséquent, donc ils doivent déjà être solides pour devenir plus solides. Et donc du coup, on n'est pas encore dans la génération d'entreprises qui ont passé cette étape-là. Est-ce que SSROS va exiger que le gouvernement mette de l'argent public pour cette période d'amorçage à risque? Parce que derrière, je pense que dans l'ESS, il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent. Alors, la réponse de Jérôme Sadier. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a dans l'ESS beaucoup d'organismes qui pourraient investir eux-mêmes. Et je pense très sincèrement que ce serait beaucoup plus vertueux que ce soit ces organismes qui le fassent, que ce soit de l'argent public, à vrai dire. Pour créer des cycles de croissance et de collaboration entre organismes de l'ESS, si le financement de l'ESS se faisait par d'autres organismes de l'ESS, on sait bien, cher François, que les mutuelles ont des réserves obligatoires, je ne dis pas que ce sont des réserves excessives, mais des réserves obligatoires, qu'elles pourraient parfois activer différemment que la façon dont elles le font aujourd'hui. Deuxième chose, puisqu'on parlait d'argent public, je veux juste attirer l'attention sur ce dont nous parlons aujourd'hui avec des grands chiffres concerne une fraction infime de ce qu'est l'économie sociale. C'est 1, au mieux 2% de l'économie sociale, les entreprises solidaires, les entreprises sociales, etc., en termes de valeur créée, etc. L'essentiel de l'économie sociale, je me permets de vous le rappeler, ce sont les associations. À la vérité, l'investissement dans le développement de l'économie sociale, il devrait aussi être regardé de ce côté-là. Donc moi, je n'échange pas cette crise des financements publics pour les associations et en même temps des promesses de dizaines ou de centaines de millions d'euros pour financer des projets qui n'existent pas. Merci beaucoup Jérôme Sadier d'avoir accepté notre invitation ici au Grand Voisin. Je vous en prie.